Bonjour, Monsieur Branchard. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. C'est vrai que je vous ai découvert grâce à Samir de la chaîne Microciné avec votre livre Comparer l'incomparable, euh, l'extraordination et le chiffre sauce, et ça m'a beaucoup parlé. Je trouve que j'ai un peu une même vision en fait du cinéma que vous, et c'est pour ça que je trouvais qu'il était important que vous soyez dans ce débat. Et donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté ce débat. C'est mon plaisir, je vous en prie. Du coup, voilà. Alors, c'est le deuxième épisode en fait de ce format. Ça sera en 4 épisodes, si tout se passe bien. Du coup, voilà, on va parler en fait du fond et de la forme dans une œuvre cinématographique. Parce que c'est vrai que je trouve qu'on a tendance à un peu trop parler de la forme, mais pas assez du fond. Du coup, j'ai tendance à me poser cette question, y a-t-il vraiment un fond, une forme dans une œuvre cinématographique? Alors, c'est ça la question à laquelle je devais Oui. répondre. Oui? Eh bien, alors écoutez, je vais vous dire, bon, je vais essayer de parler un peu librement sur le sujet. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bon, d'accord. Moi, je vois rien, mais c'est normal? Oui, tout à fait, oui, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ok, d'accord. Bon, euh, bon, écoutez, je pense que d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que euh, comment dire ça, c'est une conceptualité un peu rustique, quoi. Je parle en prof de philo, là, hein, je suis prof de Oui, philo, j'ai fait ça toute ma vie, donc ne le prenez pas mal, surtout. non, D'emblée, quand on pose des questions, nous on a l'habitude de s'interroger sur les termes mêmes ouais. dans lesquels la question est posée. Mm. Notre spécialité, c'est de dire oh là là, mais non, ça va pas du tout. Les outils sont usés, sont émoussés, et Ah, puis c'est mal pensé, ça va pas. Non, on va vous expliquer comment il faut dire ça bien. mais j'ai fait une Bon, section littéraire, hein, donc n'hésitez donc, pas, hein, vous pouvez y aller. donc, non, mais je vais pas vous faire ce coup-là, mais ça serait le premier réflexe, disons, du philosophe. Non, si vous voulez, vos invités, là, j'ai écouté le numéro un. Ouais. Vos invités ont bien déjoué le piège, si vous voulez, en vous disant, mais comment on ne peut pas séparer le fond de la forme. Et puis voilà. Donc ça serait déjà une façon, qui à mon avis serait tout à fait raisonnable, de se débarrasser au fond de la question, de dire Ouais. bon ben un film c'est une œuvre d'art ou c'est pas une œuvre d'art, c'est bon ou c'est médiocre, ça implique, ça inclut et le fond et la forme solidairement. Quand justement on commence à penser en termes de séparation du fond et de la forme, c'est qu'il y a un problème. Et Mm. ça aussi, je crois que vos invités l'ont dit, c'est qu'il y a Mm. un problème, et qui peut être un problème de toute nature. Quelqu'un disait, bon, c'est peut-être parce que celui qui a fabriqué ce film s'est trompé de genre, il aurait mieux fait de faire un opéra, une symphonie ou je ne sais pas quoi. Ça peut être effectivement vrai. L'autre problème qui, moi, m'intéresserait plus, c'est que souvent, quand les questions dites de forme, mais je reviendrai sur ce point, quand les questions dites de forme commencent à prendre le dessus, à être vraiment envahissantes, c'est précisément parce qu'il y a un problème de carence ou de déficience sur le fond. Donc, Ouais. ça veut dire que euh, le, le cinéaste ou l'équipe qui fabrique le film vont être portés à trouver des compensations à la faiblesse ou à la pauvreté de la marchandise, du message qu'ils ont à vendre, en produisant plus ou moins massivement de l'ornemental, c'est-à-dire en mettant en avant l'habillage. Bon, et ça c'est toujours très mauvais signe. Quand vous avez un cinéaste qui commence à faire des pirouettes, les pieds au mur, et des acrobaties avec des mouvements de caméra vertigineux. Ça arrive au meilleur, hein, même bon, pour quelqu'un
je suis, enfin, j'en parlais pas mal dans le bouquin que vous avez mentionné, qui est Angelopoulos. Il y a des moments de virtuosité chez Angelopoulos où vous voyez bien que ce qu'il fait, c'est une adresse. L'opération consiste en une adresse au spectateur dans la tonalité de l'ai-je bien descendu. L'ai-je bien descendu. Donc vous avez vu un petit peu ce mouvement de caméra super sophistiqué, très acrobatique que je vous ai fabriqué là. Bon, etc., etc. Ça, c'est jamais bon signe hein, quand un cinéaste pratique ce type de d'ornementation. Bon, donc ça, on pourrait dire, voilà, sur le comme préambule, sur la forme, dès qu'on commence à penser dans les termes d'une dissociation entre l'un et l'autre, ça va pas. Bon, ceci étant, quand on parle sur cette pente-là, si vous voulez, on est, je crois, on accepte une définition ou une approche faible du mot forme. Ce qu'on veut dire par là, la forme, c'est l'habillage, c'est-à-dire la façon dont on va rendre un film visible, agréable, quelque chose qui va bien passer, que le spectateur va aimer déguster comme une douceur, quoi. Mais il pourrait y avoir, donc ça va recouper aussi bien des problèmes qui sont en fait des problèmes de technicité, je dirais, que des problèmes beaucoup plus importants de style. Et je reviendrai sur cette question du style. Bon, mais ça, c'est une définition faible de la forme, parce qu'on pourrait aussi bien dire, en donnant plus de consistance, me semble-t-il, au mot forme, que quand un film qui fait événement, un vrai grand film, qui va introduire quelque chose comme une césure ou une coupure dans l'histoire du cinéma. Quand un tel film fait irruption, ce qui est rare, disons pour prendre des exemples, le classique conventionnel, Citizen Kane, à bout de souffle, ce genre de choses. Quand ce genre de choses se passe, qu'est-ce qui se produit? Ce qu'on voit apparaître, plutôt ce qu'on voit faire irruption dans le monde du cinéma et le bouleverser, c'est une nouvelle forme. C'est une grande et belle forme. Et le propre de cette grande et belle forme, c'est qu'elle va renvoyer au grenier des antiquités cinématographiques un peu tout ce qui l'entoure. Et le cinéma, pour dire ça bêtement, le cinéma ne sera plus comme avant. Une fois que cette belle et grande forme aura fait irruption, avec ses capacités, sa puissance tout simplement, sa puissance, ses capacités d'expressivité nouvelles, quoi. Ça bouleverse le monde du cinéma. Alors là, je dirais que là, le mot forme, oui, il a du sens, mais on voit bien que dans cette acception-là, bien sûr, il ne se dissocie pas du tout du fond, parce que c'est une nouvelle forme de l'œuvre d'art, enfin de l'œuvre cinématographique qui vient à notre rencontre. Ça produit un effet de suffocation. Voilà, on est envahi, enveloppé, envahi, saturé par la nouvelle forme qui apparaît là. Bon, voilà, donc ça, oui, le cinéma, quand c'est du cinéma, c'est-à-dire que ça n'est pas du cinéma industriel, mais qu'on est dans l'art cinématographique, de la création cinématographique, alors oui, c'est bien une question de forme, mais entièrement de forme, incluant ce que vous appelez, enfin ce qu'on a désigné ici comme le fond. Voilà, je peut-être pas faire des boulevards interminables, j'en ai déjà fait un là pour commencer, donc je me tais et je reviendrai si vous me relancez. Non, super, je trouve ça très bien. Non, c'est des fois un peu ce que j'essaie d'expliquer dans ce genre de débat, pardon, c'est que en fait, j'ai l'impression que des fois, l'image trahit l'histoire, en fait. Surtout justement dans ces gros films à gros spectacle.
Je sais pas si vous êtes un peu d'accord avec ça, ou si cette vision-là, ou pas. Non, moi, je serais, enfin, oui, on peut, bon, il faut, ce qui est, je crois, vraiment désastreux dans le cinéma, Ouais, c'est quand quelqu'un rapplique avec un sujet. ouais, Il vient avec un sujet et dit, ah, ça, je veux faire un film avec ce sujet. ouais. Alors, le sujet, ça peut être une histoire, comme ça peut être un message que la personne en question estime plus important que tout à faire passer, enfin, ce genre de choses. Et il ou elle, pardon, se pose la question de savoir si, comment, dans quelle forme, mettre tout ça, selon comment formater tout ça, Mhm. selon quel calibre. Bon, ça, ça, vous avez la promesse d'un mauvais film avec ça, assurément, parce que c'est une conception instrumentale de la forme, précisément, c'est de la cosmétique. On est dans la cosmétique. Alors, ça se fabrique, hein. On va faire un film, on peut faire un film agréable, on peut faire un film qui fasse rire, on peut faire un film qui fasse peur, peu importe, mais on reste dans la cosmétique. Or, c'est pas comme ça. La création, ça se produit pas comme ça. L'impulsion, d'emblée, je veux dire, d'emblée, l'impulsion implique l'intuition chez celui ou celle qui va faire le film de ce que va être, bon, disons provisoirement ici, la forme du film. Et que moi, j'appellerais plutôt le style, parce que c'est ça le problème. Dès qu'on commence à parler en termes, en pensée, parler en termes de fond et de forme, on va évacuer deux choses qui sont pour moi les deux choses principales. L'enjeu de la mise en intrigue, comment on met en intrigue, c'est-à-dire on raconte une histoire, pour dire les choses trivialement, et puis d'autre part, comment on fait quelque chose qui a du style. Et le style, c'est la signature d'un film, enfin, ou n'importe quelle œuvre d'art d'ailleurs. S'il n'y a pas de style, c'est-à-dire si les questions de forme ne sont cantonnées dans les problèmes techniques, ça n'a aucun intérêt. C'est du cinéma industriel, tout simplement. Bon. Donc, voilà, moi, je déplacerai, si vous voulez, je déplacerai la question du côté de ces deux enjeux-là, le style et la mise en intrigue. Et puis, il y a un troisième problème, sur lequel je parlerai après, si vous voulez, c'est que la question, parce que dans la discussion que vous avez eue avec vos interlocuteurs autrefois, c'était quand même le cinéma français revenait beaucoup, quoi. Le cinéma français d'aujourd'hui, enfin, on voit bien qu'il y a un enjeu générationnel probablement là-dedans. Et donc, la forme qui trahit le fond et tout ça, à mon avis, ça renvoie à une question fondamentale qui est celle de l'appauvrissement de l'expérience. Pourquoi les gens font des films mauvais? Pourquoi la majorité des films français, pas seulement des films faits par les vieux cons, mais des films faits par la génération montante, les trentenaires, les cadras, etc., sont généralement insipides et frivoles aujourd'hui? Parce qu'il y a un problème qui est lié à l'expérience, évidemment, à l'appauvrissement, au rétrécissement du champ de l'expérience. Pourquoi ils font que des films? Enfin, je caricature volontairement ici. Je deviens plaisamment polémique, si vous voulez. Mais pourquoi est-ce qu'ils font, dans leur immense majorité, des films pour raconter leurs petites histoires d'amour qui tournent mal en général, leurs histoires de couple, ces trucs et ces machins? C'est parce qu'ils sont incapables de se décentrer, ils sont incapables de faire le pas de côté. Alors ils parlent de leur monde, ils parlent de leur microcosme, et ils font des gentils petits films comme ça, soit avec des acteurs qui montent, soit avec des acteurs confirmés comme Amalric. Ça, c'est le travers, essentiel, quintessentiel de la classe moyenne planétaire. Hein. Et cette classe moyenne planétaire, elle est particulièrement bien représentée parmi ceux qui sont issus aujourd'hui des écoles de cinéma
patentés, et donc ils font des films autocentrés, blancocentriques, pas tous, parce qu'ils sont plus tous blancs, mais quand même autocentrés avant toute chose, quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont à raconter? Bah, comme leur champ d'expérience est extraordinairement rabougri, leur vie. Or, il n'y a rien de plus triste que leur vie, il n'y a rien de plus insipide que leur vie. C'est ça le problème aujourd'hui, qui transcende, si vous voulez, je dirais, toutes les questions de fond et de forme. Et là, parce que là, le fond et la forme sont totalement solidaires. Ouais. Évidemment, si c'est fait dans des formes gentillettes, un peu parnassiennes, où il y a beaucoup de comment dire, un cinéma des douceurs, quoi, un cinéma bien fait, un cinéma propre. C'est aussi parce que les sujets sont suaves, ou quand ils sont tristes ou dramatiques, ils sont quand même toujours réduits à une espèce de précaré qui est celui de ce monde immunitaire, dans lequel se déplace cette nouvelle corporation des cinéastes d'aujourd'hui, y compris ceux qui vont glaner des palmes d'or. Bah, du coup, ça va faire une belle transition avec la prochaine question. Sommes-nous dans une génération de réalisateurs qui s'appuient trop sur la forme, justement? C'est le principe des vases communicants. Ils vont évidemment être d'autant plus attentifs à produire des formes distinguées, agréables, raffinées, que les contenus seront étriqués, enfin, seront maigrelets, quoi. Donc, on va faire des choses ornementales. Je dirais, c'est pas bon. Il y a un grand thème récurrent chez les philosophes, l'esthétisation de l'art, l'esthétisation, pardon, de la politique au cinéma. Il y a un thème qui vient de Walter Benjamin, quoi, l'esthétisation de la politique. Là, c'est pas ça. Là, c'est l'esthétisation du néant, c'est-à-dire ou du frivole ou de l'insipide. Donc, faire des belles choses avec rien. Le problème, c'est de quoi. C'est là que je reviendrai, si vous voulez, à la question de la mise en intrigue des histoires, la fabrication des histoires. Ouais. Fondamentalement, les questions que vous posez autour du fond, de la forme, etc., ça renvoie quand même toujours au même problème, qui est la question fondamentale de savoir qu'est-ce que les gens ont à raconter. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Bon, dans le cinéma à la Hollywood, c'est qu'est-ce que vous avez à nous vendre. Mais bon, au fond, ça serait un peu la même chose quand même. Qu'est-ce que vous avez au fond à raconter? C'est-à-dire, de quoi votre cinéma témoigne-t-il? De quoi votre cinéma témoigne-t-il dans le rapport à notre époque, dans le rapport à notre présent? Qu'est-ce que votre cinéma saisit de ce qui fait la singularité de notre époque ou de notre maintenant, comme dirait Foucault? Bon, la réponse, elle est un peu triste, elle est un peu sinistre. Pas grand-chose, parce qu'on n'a pas beaucoup vu, expérimenté. Donc, je ne veux pas faire de la démagogie, enfin si, je peux en faire quand même un peu. Avant, au moins, les trentenaires, ils avaient un truc à raconter, souvent, pas toujours, mais souvent, leur expérience de la guerre. Ils avaient fait la guerre, ou ils avaient subi la guerre, et là, il y a de quoi raconter. Là, il y a du grain à moudre, parce que c'est un truc extrême et pas marrant, et voilà, qui sort de l'ordinaire. Mais maintenant qu'on vit dans des cocons, dans des bulles, dans des enveloppes, et Dieu sait que ceux-là, je veux dire, ces nouvelles générations de cinéastes, ils vivent en mort dans ces cocons, ces bulles, ils sont désexposés à mort. C'est pas parce qu'ils se sont déplacés de la rive gauche vers Pantin que ça change quoi que ce soit. Hein. Pas grand-chose.
Donc leurs histoires sont rabougries. Et évidemment, comme on est dans une période de très profonde dépolitisation, alors ce dont ils ont à témoigner, c'est des avatars de la vie privée et des histoires d'amour qui tournent mal de la classe moyenne planétaire. Bon. Là, fond et forme sont solidaires. Hein. C'est triste tout ça. D'accord. Et est-ce que aussi, et du coup, est-ce que ça mène pas du coup aussi qu'on parle plus aujourd'hui de la forme finalement que de l'histoire elle-même hein, aujourd'hui? Bien sûr, Ouais. si les histoires sont pauvres, alors la pente naturelle, ça va être l'hypertrophie du formalisme. Donc on va avoir un cinéma qui cherche des effets. C'est pas pour rien qu'on vit à l'âge des effets spéciaux. Donc un cinéma qui est en quête d'effets, donc des effets de rythme, des effets évidemment qui tournent autour du jeu des acteurs, du montage bien évidemment. Il faut pas qu'on s'ennuie. Que sais-je encore, des effets dans le choix des mises en situation, ce qu'on appelle décor, et bon, ce genre de choses. Oui, sans doute, on peut certainement dire ça, mais le problème, c'est quand même toujours de revenir à ce qu'est la quintessence quand même du cinéma, qui est de fabriquer une intrigue. Et fabriquer une intrigue qui n'est pas simplement une belle histoire, mais une intrigue où il est question de choses qui importent, qui doivent importer dans notre présent. C'est-à-dire qu'il y ait, quel que soit le traitement du film, c'est pas la question, mais où il y ait des enjeux, où apparaissent des enjeux d'une certaine gravité. Or, non, là, on est dans une autre cinéma d'aujourd'hui, le cinéma français tout particulièrement, et dans cette espèce d'évanescence, de légèreté, ce que j'appelle la futilité ou la frivolité, quoi. Voilà, bon, enfin, ce que je dis là, c'est évidemment dit sur un ton un peu péremptoire, les choses sont toujours bien plus compliquées, et puis surtout, j'essaye de saisir des tendances, bien sûr, des tendances lourdes. Je sais bien que tout le cinéma, y compris tout le cinéma des jeunes gens en France aujourd'hui, n'est pas réductible à cette caricature que je présente là. C'est quand vous voyez un film comme Pacifiction d'Albert Serra, ça c'est autre chose. Ça c'est tout à fait autre chose. Enfin, je sais pas quel âge il a, Albert Serra, mais c'est pas un vieillard, assurément, et ça a une toute autre gueule. Pourquoi? Mais justement parce que le déplacement, le pas de côté, lui il le fait. Il le fait, lui, cinéaste catalan, il se déplace à l'autre bout du monde pour fabriquer une intrigue, quelque chose d'extraordinaire, autour des effets de longue durée, des essais nucléaires à Mururoa, français bien sûr, à Mururoa. Bon, et il fabrique un tableau, enfin il produit un tableau extraordinairement raffiné et complexe autour de ça. Bon, donc il est sorti de lui-même. Et comment il est sorti de lui-même pour arriver à faire ça? Bon, et là on arrive à évidemment toute autre chose que les divorces qui tournent mal, quoi. Okay. Et ben du coup, ne faut-il pas aussi rester plus vigilant quand le film reposait surtout sur la technique? Je pense pas. Vous savez, c'est peut-être une illusion que le film repose entièrement ou presque exclusivement sur la technique. Il y avait quand même toujours une histoire. Et alors, les aspects techniques vont prendre le pas sur tout le reste parce que l'histoire sera conventionnelle, parce qu'elle sera tissée de lieux communs, parce qu'elle épousera les contours d'un genre à
la perfection, donc elle sera totalement prévisible, totalement programmable, et que le film qui en sortira ressemblera tellement à toutes sortes d'autres qui ont été fabriqués avant, comme toutes sortes de films sur les cités que l'on nous fait aujourd'hui, genre comment, Les Misérables, ce genre de choses, quoi. Bon, donc c'est quand même, bien sûr, c'est toujours un symptôme, si vous voulez. Moi, je dirais, en réponse à comme ça cette insistance autour de la façon dont la forme prend le dessus, etc. Je dirais, on est toujours dans le symptôme quand on tombe là-dessus. Donc le symptôme, il faut l'analyser, il faut savoir à quoi il nous renvoie, puisqu'en principe, il nous, à la fois, il fait écran et il nous met sur la piste de quelque chose qui est la chose qui importe précisément. Là où il faut faire un diagnostic, puisqu'il s'agit de faire des diagnostics. En fait. Et aussi, du coup, je voulais revenir quand même autour de l'histoire. Est-ce qu'il n'y a uniquement que la forme pour définir une personnalité d'un réalisateur? Y a-t-il pas aussi la manière d'écrire l'histoire? Alors, bon, il y a deux niveaux peut-être là. Bon, la chose évidente, c'est que dans la façon dont on va tramer, fabriquer, construire une histoire, on perçoit assez aisément, disons, des pentes ou des penchants qui nous renvoient à la sphère du politique ou de l'idéologie. On va dire, ah bah tiens, celui-là, c'est un gros réac. Ah bah c'est un gros réac. Ou inversement, on va dire, ah bah lui, il a la tripe radicale, il doit voter pour Mélenchon. Bon, ce genre de... Ça, c'est facile. Je veux dire, ces repérages, ces épinglages sont faciles à faire. Ce qui est plus compliqué, c'est de saisir quelque chose qui se fait de l'ordre de la signature. C'est là où on distinguerait une signature, si vous voulez. Prenons par exemple le cinéma de Bruno Dumont. Bon, je me suis beaucoup intéressé au cinéma de Bruno Dumont. Et donc, bon, vous pouvez dire, Dumont, dans le côté manifeste, si vous voulez, ou l'explicite, il nous emmerde un peu avec son christianisme à la Bernanos. Ce truc quand même assez sinistre, pas marrant, où on attend la grâce et la grâce elle vient pas, et pour tout ça on nous inflige 2 heures de paysage désolé sur les plages du Pas-de-Calais, c'est pas marrant. Bon, ok, d'accord, on peut se débarrasser de Dumont comme ça, mais et il y a des gens qui détestent Dumont pour cette simple raison, hein, parce qu'ils aiment pas ce côté qui leur rappelle peut-être le temps où il est allé au catéchisme, je sais pas quoi. Bon, mais évidemment, tout Dumont ne tient pas là-dedans, ou l'essentiel de Dumont ne tient pas là-dedans. Il reste tout ce qui fait que, quand on voit un film de Dumont, quand même, on l'identifie assez facilement comme une denrée particulière, c'est-à-dire ce que j'appelle la signature, quoi. Et même quand il change complètement de genre, hein, même quand il fait ses loufoqueries là pour la télé, avec comment ça s'appelle, ce qui est très réussi d'ailleurs, ou quand on est dans le dur de ces films sur la grâce, mais même c'est transversal, je veux dire, dans les deux camps, on reconnaît ce qu'on appellerait la patte de Dumont, c'est-à-dire un style, c'est-à-dire un style, une façon de conduire des histoires, et qui était bien évidemment indissociable de choix de mise en scène, de fabrication du film qu'il fait, comme notamment dans tous ces films, sa période classique, le choix de comédiens non professionnels. Bon, là il a un peu changé son fusil d'épaule, et pas pour le meilleur, mais ça c'est une autre histoire. Bon, voilà. Bon, donc oui, il faut pas. Chaque fois, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne le symptôme. Chaque fois qu'on on cherche où est le problème du côté de la forme, on est renvoyé à des questions plus fondamentales, plus importantes, en vérité, parce qu'elles concernent
Le cœur du problème de ce que c'est que faire un film, ce que c'est que regarder un film, ce que c'est que le cinéma, quoi. Oui, bah, la dernière question, c'est, bon, je pense que vous avez déjà un peu répondu, hein, c'est à trop vouloir mettre de côté l'histoire, n'avons-nous pas un regard erroné sur l'œuvre du réalisateur? Alors, vous entendez, c'est à moi de poser des questions là, du coup. D'accord, allez. Non, l'histoire, vous l'entendez comment là? Vous entendez l'histoire par l'intrigue, film, hein, en fait. l'intrigue ou bien l'histoire, la grande histoire avec une majuscule? La grande histoire avec le film, en fait, de ce que nous racontait le réalisateur. Je ne sais pas si Donc me suis là, mais l'histoire qu'il raconte, oui, voilà. pas l'histoire comme domaine général. Non, Oui, l'histoire, d'accord. voilà. L'histoire qu'il raconte. Bon, attendez, du coup, j'ai perdu le fil de la question. Désolé. Alors, ben, du coup, c'est à trop vouloir mettre trop de côté l'histoire, n'avons-nous pas un regard erroné sur l'œuvre du réalisateur? Est-ce que notre Mettre regard de n'est pas côté. faussé Oui, finalement? non, mais bien sûr, mais ça, oui, tout à fait. La réponse est dans la question. Ouais. Bien évidemment, moi, je pars toujours du principe que ce qui fait la qualité d'un film, c'est l'expressivité, l'intensité, la densité et le côté sagittal, si vous voulez, ça encore c'est du jargon de Foucault, de l'histoire qu'on nous livre. C'est-à-dire, oui ou non, le type a-t-il une histoire, une vraie histoire à nous raconter, peu importe qu'elle soit belle, triste, n'importe. Mais bon, une histoire qui compte, quoi, une histoire qui a de la densité. C'est ça qui importe. Ouais. Pour le reste, il y a des gens qui font des films avec comment dire, qui n'ont pas une vraie formation, qui n'ont pas fait la Fémis, qui se sont mis à bidouiller avec une caméra, petit à petit se sont mis à faire des films, etc. Ils ont pas vraiment de bagage technique important. Et donc ils font des films, ils fabriquent des films de façon un peu rustique, mais l'histoire peut avoir une telle puissance que le côté un peu bidouillé, bricolé du film, des approximations techniques, le fait que la caméra n'a pas été forcément placée au meilleur endroit pour telle scène, le fait qu'il y a un défaut dans l'éclairage, le fait que les acteurs sont pas terribles, c'est pas ça qui va importer. Si vous voulez, je vais dire, prendre un exemple comme on dit. C'est un type que j'adore, c'est Luc Moulet. Luc Moulet. Bon, Moulet, on peut pas dire que c'est un cinéaste virtuose, hein. C'est quand même assez fabriqué, ou alors il cache bien son jeu. C'est fabriqué avec les moyens du bord. On a l'impression qu'il vient de sortir sa caméra Super 8 de sa pochette, et puis hop, il y va. Bon, mais n'empêche que c'est génial, Moulet. C'est génial parce qu'il est, comme on dit trop facilement, il est toujours complètement décalé, entre décalé un peu à la ramasse et tout ça. Et donc, il fait des films qui sont pas seulement hilarants, avec cette espèce d'humour rentré, etc., mais il fait des films qui nous donnent à penser parce que il nous déplace nous-mêmes. Il nous déplace constamment vers des objets improbables et qu'il a l'humour du cinéma de Moulet, d'humour froid et loufoque. Ça c'est pas ornemental. Ça c'est le vrai style. C'est la signature, c'est ce qui fait qu'on dit là ça c'est vraiment un film de Moulet, quoi. Son film sur la bonne ville de Foix, par exemple, je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est absolument génial, c'est qu'il prend un trou qui est un trou absolu, et il fait semblant de faire un film qui vante les mérites de cette ville comme si c'était la capitale du monde. Et le plus drôle, c'est qu'il a réussi à embarquer, si je me rappelle bien, l'Office du tourisme local, qui doit être bien normal, qui a donc sauté sur la proposition de faire un film qui fait la promotion de la ville de Foix. Et il fait ça donc en inversant
comment dire, l'éloge de la ville pour montrer à quel point c'est une ville où il se passe jamais rien, et tout est petit, c'est la capitale non pas du monde, mais de l'ennui. Bon, bah, il est vraiment fort. Il fait ça avec rien. Je sais pas, son équipe, ils devaient être trois, ça date déjà d'un certain temps. Et puis avec une caméra 16 au maximum. Et puis voilà, et il fait un film génial avec ça. Bon, donc c'est ça qui compte. Le type, il a quelque chose à raconter. Il a de la suite dans les idées parce qu'il fait pas seulement un film, il a une œuvre, et qui est pas de l'œuvre majuscule, mais quelque chose qui se fabrique dans la continuité. Donc une œuvre au sens où quelque chose qui nous livre une vision du monde qui est totalement originale, et qui passe en images, bien sûr, mais aussi dans ces voix off qui sont pas piquées derrière souvent. Voilà. Oui, moi je pense que c'est ça la question de l'histoire. C'est une question de qualité. Mais pour ça, il faut évidemment avoir quelqu'un comme Moulet qui est allé explorer plein de choses, quoi. Il est allé explorer, il se déplace, il est tout le temps en mouvement, il est curieux. Il est curieux, et ce que je déteste dans un certain cinéma français d'aujourd'hui, pour revenir de façon insistante sur ce motif un peu obsessionnel dans mon propos, c'est la paresse. Des gens qui bougent pas, c'est ça. Des gens qui ne bougent pas. Tous leurs films, ils peuvent les faire dans leur appartement. Bon, ils peuvent sortir quand c'est la fête de la musique, faire deux, trois plans extérieurs, mais bon, voilà. Et c'est ça. Et ça c'est pas supportable parce que c'est une réfraction, c'est une image, c'est un reflet de la misère du temps présent, quoi. Cette façon dont les gens sont enfermés dans leurs isolats, dans des isolats, ils ne sortent pas. Parce que ça, c'est ce qui fait que, si vous voulez, bon, ça s'éloigne un peu du sujet sans doute, mais c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de commune mesure. Il n'y a pas de commune mesure entre cette classe moyenne globalisée, planétaire, donc le nord global, quoi, ceux qui sont pas mal dans leur dans le monde global, et puis par exemple tout ce qui se joue aujourd'hui dans le sud global, quoi. Alors ce qui fait que, bon, dire les migrants, enfin, ce qu'on voit apparaître à travers les migrants, quoi. Ce qui fait que quand d'aventure les gens qui appartiennent à cette catégorie-là vont faire une incursion du côté des autres, par exemple les migrants, justement, ils ne pourront faire que des films humanitaires. Mais ça, c'est pas un vrai déplacement, parce que dans le film humanitaire, on reste chez soi. Je veux dire, on reste dans sa perception du monde. On ne s'est pas vraiment déplacé chez l'autre, dans le monde de l'autre. Donc ça c'est le problème premier pour moi dans le monde présent, c'est cette absence de commune mesure. Alors, donc, c'est peut-être une conclusion, si vous voulez. Il y a des si, oui. Le problème, quand même central, c'est celui du narrateur. Ouais. C'est le narrateur, c'est-à-dire des narrateurs qui n'arrivent pas à se tirer du marécage par les cheveux, comme selon la fameuse image, pour se déplacer ailleurs, des narrateurs qui restent chez eux, quoi, qui restent dans cette espèce d'enfermement dans leurs conditions propres. Ils peuvent pas témoigner du monde, ils peuvent pas témoigner de l'état du monde aujourd'hui. Ils ne produisent que des illusions. Et ceux qui témoignent vraiment de l'état du monde aujourd'hui, c'est ceux qui se sont arrachés, c'est ceux qui se sont déchirés, pas seulement déplacés, au péril de leur identité, bien évidemment. Donc ça passe par toutes sortes de choses, par exemple les livres ailleurs, etc. Des trucs comme ça. Oui. C'est le narrateur, ça c'est vraiment important. Bon, juste encore un exemple. J'ai été très impressionné par le film de David Mograbi qui s'appelle Les 50 premières années sur Israël-Palestine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez ça, j'imagine? Non, je connais pas malheureusement. Bon, mais Mograbi donc est un réalisateur israélien
Oui. Très radical, on peut dire, je pense, antisioniste, extraordinairement radical, de film en film. Il produit une déconstruction et de l'idéologie fondatrice de l'État d'Israël et de sa politique actuelle, qui est absolument impitoyable. Bon. Alors, Moghrabi fait ce film-là qui a été produit par Arte, entre autres choses, et qui maintenant se voit facilement sur YouTube, en 2 parties, qui est un montage qui est composé d'une part d'un montage d'anciens soldats de Tsahal, de l'armée israélienne, qui témoignent donc de toutes les exactions commises par Tsahal dans les territoires occupés, à Gaza, etc., donc les Palestiniens. Bon, toutes sortes de choses qui, y compris, entrent dans le domaine des crimes d'État. Et d'autre part, le film est formé et composé par une présence très, très, très insistante de Moghrabi lui-même, qui pour l'occasion s'est grimé en professeur en se laissant pousser une barbiche et qui fait un numéro de narrateur, on peut appeler ça, où il explique. Le film est très didactique. Il explique ce que c'est que l'occupation, comment l'occupation des territoires occupés s'est construite et comment elle se transforme progressivement en conquête des territoires occupés et de la Palestine. Bon. Je veux dire, c'est un film qui produit un effet vraiment, comment dire, c'est pas seulement éprouvant, mais c'est extraordinairement convaincant. C'est accablant. Donc, c'est accablant pour la politique de l'État d'Israël aujourd'hui. Bon. Alors, donc de ce point de vue-là, c'est un film émancipateur, c'est un film qui travaille dans le bon sens, il n'y a aucun doute. Moi, ce qui me gêne néanmoins là-dedans, c'est l'omniprésence de l'Israélien de gauche qui nous raconte l'histoire, qui nous explique. Ce didactisme assez pesant du type qui est là, dans son fauteuil, et qui dit, ah, voilà, ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je vous explique, je vous explique, je vous explique, je vous explique. Bon. Et du coup, l'ambiguïté du film, c'est que, ce faisant, il rétablit la centralité du narrateur blanc, israélien, impeccable, propre sur lui, ça, il n'y a aucun problème, mais c'est lui qui conduit, c'est lui qui est le conducteur de l'histoire. Or, le problème qu'on a avec l'histoire blanco-centrique, européocentrique, occidentalo-centrique aujourd'hui, c'est précisément ça. C'est cette omniprésence du narrateur, toujours le même, et l'absence des autres, c'est-à-dire l'absence de contre-champ ou le fait que les autres sont hors champ. Enfin, les Palestiniens, ils sont pas hors champ, on les voit, mais comme victimes. On les voit seulement comme victimes. Et ce que l'on regrette, parce que moi, je regrette amèrement, c'est qu'ils ne prennent pas la parole, c'est qu'ils qu'ils n'aient pas le statut de narrateur dans ce film. Ce que je voudrais, c'est qu'ils aient le statut de narrateur. Parce qu'après tout, c'est eux qui sont concernés au premier chef par l'histoire que raconte Moghrabi. Donc, le paradoxe de son film, c'est que, bien sûr, il n'épouse pas l'histoire des vainqueurs. Dans cette histoire-là, c'est évident qu'il est du côté des vaincus. Mais il fait écran, néanmoins, entre moi, le spectateur, et les vaincus de l'histoire, qui sont dans cette affaire les Palestiniens. Et donc, c'est là que ces problèmes sont compliqués. Ce film est remarquable, ce film est parfaitement honorable, il est très bien, mais là, il y a un petit hic, un petit problème, qui est celui du narrateur. Et je crois que c'est une des questions centrales aujourd'hui, dans l'affrontement entre le cinéma et le présent, qui est le narrateur. Il faut en finir avec le temps de l'exclusivisme d'une narration qui est conduite par le narrateur blanc du Nord global et de classe moyenne. Ouais, c'est le problème du manichéisme, en fait. Oui. Oui. Ça, voilà. Malheureusement, c'est tout le cinéma qui est un peu comme ça aujourd'hui. Hein. C'est pas que français, c'est aussi américain, énormément américain aussi. C'est triste, quoi. Oui, je n'ai pas beaucoup parlé du cinéma américain, là, parce qu'il y aurait... Il me faut des émissions, de toute façon, très différentes, donc c'est tout à fait bien. Donc, il n'y a aucun souci. Je charge la barque encore plus. Voilà, on a fini, non? Oui, c'était très, très bien. Merci beaucoup, Bernard. Écoutez... ça a été un plaisir d'en discuter avec vous, parce que je trouvais que, oui, vous étiez important dans ce sujet, parce que
Mine de rien, enfin, j'aime beaucoup votre vision. Je crois qu'elle se ressemble pas mal quand même entre la nôtre de vision sur le cinéma. Et donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était important que vous soyez là. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir participé à ce débat. Là, c'était un vrai plaisir. Dites-moi, je pourrais relayer quand ça sera là en ligne, je pourrais Bien sûr, relayer sur notre propre site. bien sûr, bien sûr. Vous m'enverrez un nouveau lien ou comment ça se passe? Oui, oui, je vous enverrai le lien par mail. Il n'y a aucun problème pour ça. D'accord. Et puis donc, je mettrai le lien sur notre site qui s'appelle Ici et ailleurs pour une philosophie Ah bah nomade. super. Merci Ouais. beaucoup. Bah, super. Ça vous aurez de nouveaux quoi, auditeurs. Ouais, voilà. Comment on dit, voilà. Super. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bon, eh ben, à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.